Bakulu, bienvenue à Dusangiri Jambo. Je suis Clarissa et durant les quelques instants que nous partagerons régulièrement, je l'espère, je serai votre hôte. Dusangiri Jambo, c'est un espace ouvert de partage où nos vécus et nos expériences font loi. Nous serons accompagnés d'invités. Nous allons discuter des sujets qui touchent les diasporas africaines, peut-être plus particulièrement rwandaises, vu que nous sommes rwandais, mais c'est les diasporas africaines en général. C'est un espace ouvert, sans tabou ni jugement. Toutes les personnes qui seront là sont libres de dire ce qu'elles pensent. La mondialisation, le fait de migrer, de voyager, volontairement ou pas, a changé la manière dont nous appréhendons les relations. Et aujourd'hui, on doit pouvoir expliquer à nos parents, à nos petits frères comment ça se passe maintenant. Et c'est ce sujet-là, c'est ces chocs de culture qui va nous occuper aujourd'hui. Le sujet que nous allons aborder, c'est couple, relations et amitié aux yeux des parents. Parce qu'au départ, c'est eux qui nous guident, c'est eux nos guides. Pour parler de ce sujet, il y a un adage en Kinyarwanda qui dit Wati diskenave enshi nagomeni wa musekeje, qui se traduit par celui qui s'est fait chatouiller par beaucoup ne saura pas qui l'a fait rire. Et c'est vraiment ce changement, ce changement d'ambiance qui nous a inspiré ce sujet. Et alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec moi, j'ai Marie-Claire Mukamudjema, qui a 70 ans bientôt, mère de 5 enfants et retraitée dans le domaine de l'agriculture. Et c'est notre maman du jour. Ensuite, nous avons Antoine Seloufilila, 67 ans, père de 5 enfants et gynécologue retraité. Et bien entendu, papa du jour, je pense que ça tombe sous le sens. Ganisha, 36 ans, artiste multicasquette, poétesse, chanteuse, activiste, un peu de tout. C'est notre grande sœur aujourd'hui. Et Larissa Ngoboka, je le dis bien? Parfait. 29 ans, travaille dans le domaine des ressources humaines et elle est mariée. C'est elle qui va s'arrêter pour les jeunes mariés et nous dire un peu ce qu'ils vivent. Clément Babazi, 29 ans, chauffeur de taxi et beaucoup d'autres choses à côté quand même. Hein. Et lui, c'est le célibataire du jour, donc mesdemoiselles, peut-être que il faut trouver votre chemin. Hein. Donc bienvenue à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons donc le partage et on va peut-être commencer par l'aîné, maman. Hein, et on va d'abord définir le couple. Qu'est-ce que le couple? Comment on l'entend? Quelle est l'idée qu'on doit s'en faire? Je ne sais pas si je peux le formuler comme ça. Le couple pour vous, c'est quoi? Vous avez dit que ce sont des partages d'expériences personnelles. Et ça me fait plaisir parce que je ne suis ni psychologue, ni socialiste, ni quoi que ce soit. Donc je vais parler de mon couple. Le couple que moi j'ai voulu former, que je forme depuis 45 ans, c'est un couple d'accompagnement mutuel, de respect, d'épanouissement, évidemment une petite sauce aussi où du piment ne fait pas du mal, c'est-à-dire qu'on se reprend, qu'on se remet en cause, qu'on dise ce qu'on pense mais dans le respect de l'autre, sans se caricaturer sur tels préjugés de la société et dans le but de former une famille. Nous avons fait un couple dans le but de former une famille et dès le début, nous pensions que moi je m'occupe surtout de l'éducation proche des enfants et que mon mari s'occupe à nous nourrir et pour passer de bons moments ensemble avec nos enfants et les préparer aussi à former des couples à leur tour avec leur choix
dans le temps, dans le contexte. Voilà, je peux... La question du choix amène justement sur un des sujets qui nous intéressait, c'était la mixité du couple. On connaît beaucoup de couples mixtes tant qu'africains entre africains, donc pas seulement rwandais entre rwandais, africains entre africains, mais aussi blancs et noirs. Et finalement, comment est-ce que les personnes le vivent? On va peut-être passer la parole aux célibataires pour voir ce qu'ils en pensent. La question c'était, excusez-moi. Donc la mixité dans le couple, comment on le vit, qu'est-ce qui est facile à expliquer aux parents? Parce que encore une fois ici aujourd'hui c'est le point de vue des parents, tant dans ce que nous vivons, dans ce qu'eux ont vécu, mais dans ce que peut-être nous vivrons plus tard aussi. Ah d'accord, en fait je crois que ça dépend déjà de l'éducation qu'on a reçue. Parce qu'il y a des parents qui disent clairement, je sais que je vais en déplaire plus d'un. Malheureusement, il y a des parents qui disent, voilà, moi, tu ne me ramènes pas de noirs, de blancs, d'arabes, de chinois, etc. Donc ça dépend ce que, si je prends par exemple mon exemple à moi, ça dépend ce que mes parents à moi m'ont dit. Est-ce que, enfin, la vision du couple qui se font, donc qui s'attendent à ce que je forme, dans les limites du raisonnable de l'esprit rwandais. De l'esprit rwandais. Et toi, Larissa, justement, toi qui es mariée, est-ce que dans le choix que tu as eu à faire, tu t'es un jour dit... Par exemple, moi, j'avais un ami à l'université, il disait « je vais épouser une Rwandaise ». C'était, comment dire, c'était sans équivoque. Et est-ce que tu considères que l'amour de soi, quelque part, vouloir absolument rester chez soi pour fonder une famille et construire, c'est quelque part un extrémisme ou ça pourrait être considéré comme un choix logique? Pour moi, quand j'entends le mot mixité, en fait, quand je regarde, par exemple, la différence qu'on peut faire entre un noir qui épouse une blanche, par exemple, pour moi, la différence entre ces deux personnes serait d'ordre culturel et pas forcément d'ordre de la couleur. Et en fait, ça m'interprète parce que par rapport, je trouve que étant, comme tu as introduit au départ, étant immigré et étant pas de chez nous, on a grandi en fait avec deux cultures et quelque part une espèce de mixité déjà entre nous. On est déjà en double culture. On est déjà dans deux cultures, donc on a déjà une culture un peu mixte. Moi, j'entends parfois des garçons dire, voilà, tu te comportes comme une blanche, ou un garçon, une fille qui dit un garçon, tu te comportes comme un blanc, mais vraiment parce qu'on a grandi un peu avec deux cultures. C'était deux mesures sur lesquelles on devait se mettre pour pouvoir choisir, faire nos choix. Faire nos choix. Et donc, pour moi, c'est comme ça que j'entends en tout cas cette notion de mixité qui est déjà interne, je trouve, même déjà dans nos relations en tant qu'immigrés et ayant grandi avec deux cultures différentes. Ma vraie question, ça serait, est-ce que l'amour justifie le fait qu'on rejette partiellement ou totalement sa culture pour dire on rejoint l'autre? Si on rejoint une autre personne parce qu'elle est Si elle est de cultures différentes et pour pouvoir mieux vivre notre couple, certains considèrent que pour pouvoir mieux vivre notre couple, on devrait soit faire un choix, rester dans une culture ou dans un autre. Est-ce que c'est ce que tu considères toi aussi? Ben, pour moi, la question ne se pose pas. Je ne suis pas mariée et quand je rencontre quelqu'un, c'est la personne, mais pas d'où il vient, la couleur ou qu'il soit rwandais ou pas. C'est vrai que à force peut-être de rencontrer des différentes personnes, on aimerait bien que ce soit quelqu'un de chez nous parce que c'est plus facile. Parce qu'on dit que c'est plus facile, mais non, c'est pas plus facile. C'est déjà pas facile entre un homme et une femme, quel que soit du pôle Nord et du Sud ou je sais plus quoi encore. Donc pour moi, je pense que les gens se disent que c'est plus facile parce que c'est une personne qui a la même culture, qui parle la même langue ou qui... voilà, par exemple, quand tu parles en Kinyarwanda avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans une autre langue. Il dit parou, j'en sais rien, ce genre de choses. Voilà, donc il y a des choses qu'on ne sait pas dire autrement et on se dit, ah, si c'était quelqu'un de chez moi, je l'aurais dit de cette manière. Et on se dit que dans le couple, ce serait pareil, ou bien histoire d'aller avec la personne en question dans la famille. Tu as des gens qui parlent la langue et l'autre personne est là et
Des fois, c'est impoli, mais ça arrive. Tu ramènes quelqu'un dans ta famille et au lieu de parler français, tout le monde parle français, disons même anglais, mais on oublie qu'il y a une personne qui parle pas la même langue, c'est frustrant. Donc c'est un travail de tout le monde, au fait, pas seulement du couple, vice-versa. Parce que si par exemple je suis rwandaise, que j'ai un blanc ou un asiatique, lui aussi, il doit aussi s'adapter à toi quand tu es là. Mais sinon, le choix, en tout cas moi personnellement, si je rencontre une personne, c'est la personne et après on va voir des histoires de... parce qu'au Rwanda, on a aussi le problème, pas culturel, mais on a toujours ce ethnie, région et tout. Donc même chez nous, on réfléchit avant d'être avec le Rwandais qu'on veut. Mais c'est vrai que la mixité se pose à tous les niveaux, autant au niveau culturel que... culturel, je veux dire, à l'intérieur même d'une même nation, que tous les pays alentours ou tous les continents alentours. Exactement. Tu voulais intervenir? Parce que c'est la seule célibataire sur la table, donc on aura beaucoup à se dire. Mais moi, je vais juste souligner donc, ce qu'elle disait. Avec la personne, donc, en l'occurrence ici, un Rwandais ou une Rwandaise du même pays, donc de la même culture, c'est plus facile. Donc c'est pas, il faut pas se voiler la face. Donc si maintenant, demain, je ramène une japonaise, elle arrivera à la maison, on va pas, ma mère, mon père, mes frères et sœurs, ils vont pas se mettre à parler japonais. Oui. Voilà. Et donc, il y aura ce petit quelque chose qui va changer parce que quand on sera là, on sera bien obligé de faire des efforts, de parler en français. Elle, et l'accueillir, en fait. Comme elle disait, il y a des choses qui ne se disent pas. Donc, il y a des choses plutôt qui ne se traduisent pas. Oui, Qui ne se traduisent pas, je me corrige. Donc, tout ça pour dire, de un, c'est plus facile. Déjà, le couple, on sait que c'est compliqué. On va peut-être demander à Larissa après de confirmer ou pas confirmer. Mais en tout cas, on sait déjà que la vie de couple est compliquée. Mais si maintenant on rajoute cet aspect de différence de culture, ça devient encore un cran au-dessus. Donc moi, personnellement, si je devais choisir maintenant, excusez-moi, mademoiselle, je vais pas raccourcir le marché, mais je dirais que... je commencerai par chez moi, une Rwandaise. Voilà. Mais l'amour de soi en soi n'est pas la haine de l'autre. Non, mais c'est vraiment une question quelque part de compréhension et de transmission des cultures. Mais je souhaiterais juste rebondir par rapport à ce qu'il dit. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que je me demande si, oui, c'est vrai, c'est plus facile pratiquement de se mettre avec une personne qui parle la même langue, qui a la même culture. Donc, de façon pratique, c'est vrai que c'est plus simple. Mais au fond, une fois que vous vivez ensemble, vous êtes deux personnes et j'ai l'impression que toutes ces pratiques partent. Et après, pour moi, c'est une question de valeurs. Et pour moi, les valeurs sont universelles. C'est-à-dire qu'on peut trouver un Chinois qui partage les mêmes valeurs que toi, la même passion, les mêmes ambitions. Et que donc, pour moi, une fois dans le quotidien, dans le couple, c'est plus pour moi une question culturelle, ça devient une question de valeur. Et ça, je trouve dommage, pour rebondir à ce qu'il vient de dire oui, je m'arrête donc aux femmes qui viennent de mon pays, qui partagent ma culture. Je trouve que c'est un peu minimiste par rapport à ce que les humains ont et partagent comme valeur sur cette terre. Enfin, je trouve que ça minimise un peu. Je comprends un peu ce que tu veux dire, mais enfin, je vais essayer de le traduire. C'est plutôt une fois qu'on est avec la personne, c'est ce qui compte réellement. C'est pas tant l'origine, c'est plutôt l'éducation qu'elle a reçue, parce que plus particulièrement, c'est ce qui fait la personne. Ma question ici, est-ce que du coup, le fait que les familles sont d'une même nation, d'une même culture, ça ne facilite pas, je pense que c'est ça peut-être que tu essaies de dire, que ça facilite, le fait d'avoir une base commune facilite la compréhension et peut-être même le type d'éducation qu'on reçoit. Moi je pense que pour mieux comprendre son problème de mixité, il faut revoir dans son ensemble, parce que mixité ce n'est pas seulement entre noir et blanc, c'est une question que deux individus, qui du couple dit quoi? Que deux individus décident un jour de vivre ensemble la vie de famille. Et nous verrons peut-être plus tard comment les différentes formes de couple qu'on peut former. Mais si on se dit maintenant, par exemple, le mariage,
Et il y a beaucoup de sortes de mixité. Ça peut être déjà de nationalités différentes, des gens de religions différentes, et plus encore des gens, même au sein d'un même pays, des gens de régions différentes, et d'ethnies différentes. Chaque fois que vous épousez quelqu'un qui n'est pas de votre groupe, en fait, c'est déjà une mixité. Quel est le problème qui s'oppose? Ce n'est pas la question de couleur ou de peau, comme d'autres l'ont dit. C'est la façon que vous, les deux individus, parce que quand on se marie, quand on se met en couple, il y a une adaptation mutuelle. L'homme qui s'adapte à la femme et la femme qui s'adapte à l'homme. Et avec le temps, ils continuent à s'adapter mutuellement. Même à 50 ans de vie ensemble, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas de l'autre. Et avec le temps, on continue à s'adapter, à se connaître mutuellement. Pour certains, c'est facile, à vivre ensemble. Et pour d'autres, les débuts peuvent être très faciles parce qu'il y a le feu de l'amour qui est entre dedans. Mais avec le temps, les petites différences qu'on avait d'ordre culturel ou religieuse comme vous avez au début, avec le temps, ils agrandissent. Et ils finissent maintenant, c'est pour cela que vous avez des vieux couples qui se rompent après 20 ans de vivre ensemble, 40 ans, même 50 ans. Parce que ces différences continuent à augmenter. À ce moment-là, ça devient invivable. Ça me permet de rebondir sur la suite de notre... parce que la mixité, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que si on s'y met, ben, waouh, hein, on va pas en sortir. Alors, la petite conclusion que je voulais donner, c'est que réellement, en cas de mixité, on verra plus tard que ce qui est difficile, ce n'est pas que le mari et la femme puissent s'adapter mutuellement, c'est plutôt l'entourage. C'est l'entourage des deux. La famille du garçon qui dit mais qu'est-ce que vous amenez comme étrangère, ou la famille de la fille qui dit mais c'est étranger, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre famille. Et c'est ça qui crée plutôt les difficultés quand les deux ont décidé de se marier. De toute façon, quand on se marie, c'est qu'on s'aime. Alors la difficulté qu'on a, c'est que l'entourage et la famille... C'est un peu comme l'éducation de l'enfant. L'enfant est élevé non pas par les parents tout seuls, mais par le village entier. Pour le couple, c'est un peu la même chose. Et justement, par rapport au couple, on voit de plus en plus des gens choisir la cohabitation avant le mariage. Et donc, selon vous, est-ce qu'il y aurait un âge ou un moment dans la relation, dans le couple, ou qui serait opportun pour la cohabitation? On va passer la parole à maman, comme ça. Aujourd'hui, je vous appelle maman, grande sœur et papa. Il n'y a pas de... Voilà, merci. Pour le mariage, il faut d'abord voir le but du mariage. Parce qu'il y a des mariages qui sont on a eu l'habitude d'arranger des mariages pour la continuité ou, disons, pour l'épanouissement des familles aux dépens des couples. À ce moment-là, vous allez mélanger l'amour, l'appréciation de quelqu'un avec ce qu'il doit faire dans... Et c'est à ce moment-là que la famille commence à s'ingérer dans une vie. Alors, si vous êtes le fils de quelqu'un qui doit continuer qui doit assumer l'héritage. Voilà, qu'on lui laisse. il faut que tu considères qui tu épouses. Si tu es comme ça, un peu comme les princes. Tu hérites de deux choses. Il faut pas se leurrer. Tu ne veux pas hériter d'un hôtel comme ça, par exemple. Excusez-moi de parler terre à terre. Et en même temps, chercher une femme que tu aimes mais que tes parents n'apprécient pas, qui ne les sécurise pas. Ouais. À ce moment-là, tu rates dès le début ton mariage. Alors, pose-toi la question d'abord. Posons-nous la question d'abord. Nous, les jeunes, pourquoi formons-nous les couples et sommes-nous, vous les jeunes plutôt, êtes-vous capables d'assumer votre couple ou bien vous avez besoin qu'on vous porte. Ouais. Si vous avez, inutile d'aller faire d'aller commencer par créer des situations impossibles à gérer.
dès le début de votre couple. Mais si vous êtes capable de vous assumer vous-même, vous n'allez regarder ni la religion, ni la région, ni le pays, ni la culture. Vous vous portez à deux. Mais si vous avez besoin d'autres supports, d'autres gens qui vous portent, regardez s'il vous plaît ces gens-là. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce qu'on dit. Voilà, c'est impossible. Et tout ça, c'est réaliste dans l'amour, c'est réaliste dans tout ça. Mais c'est comme ça. Mais chez moi, par exemple, j'ai 5 enfants. Les 4 sont mariés et l'un, il est en train de... Il a une copine. Je vois qu'ils ont un projet. C'est le seul qui se marie à quelqu'un qui n'est pas rwandais. Ouais. Mais ça ne me dérange pas. Est-ce qu'ils cohabitent? Ils cohabitent déjà. Ils viennent à la maison comme couple. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais ils doivent s'assumer. Et encore une chose, quand vous mariez vraiment, soyez sûr que vous êtes prêts. Et c'est pour cela que moi, je déconseille soit la pression des parents ou bien les caprices des gens qui disent « je dois me marier parce que dans la société, on se marie ». Oui, voilà. Ou bien... On va essayer de faire tourner la parole. On va essayer de faire tourner... Non, c'était une bonne leçon, on avait besoin de l'entendre. Oui, juste pour ajouter quelque chose à ce qu'a dit Marie-Claire, parce que ça commence à être intéressant. Et je crois que dans une discussion comme celle-ci, ça serait bien que nous, les aînés, nous, les parents, nous puissions quand même donner un tout petit peu pour montrer ce qui se passait dans le temps. Parce que vous le vouliez ou non, ce que vous faites maintenant, ce que les jeunes font maintenant, ils le font à partir de ce que nous, les parents, ont fait et de ce que nous aussi, nos grands-parents ont fait. Parce que du temps de nos grands-parents, les couples se faisaient comment? C'est comme il le disait, c'était des couples qu'on s'arrangeait entre familles. Et pourquoi les gens se mariaient? En fait, ils se mariaient pour avoir de la force. Et quand je voulais que mon fils se marie, je n'allais pas, c'est pas le fils qui cherchait sa fiancée. C'est les parents du garçon qui s'arrangeaient avec les parents d'une autre fille amie et ils négociaient entre eux. Vous avez un garçon, nous avons une fille, mais pourquoi ne pouvons pas le mettre ensemble? Voilà, c'est comme ça que ça se faisait. Nous allions aborder le sujet de la cohabitation. Justement, papa et maman nous expliquaient que lorsqu'on choisit quelqu'un, on doit faire attention, on doit surtout se concentrer sur la personne en face de nous et nous en face d'elle pour pouvoir vivre notre vie, construire notre foyer en étant en accord l'un avec l'autre et pas forcément l'un avec la société et puis avec l'autre. Et donc ici, avec la vie actuelle, on voit de plus en plus des gens qui choisissent la cohabitation au mariage tout simplement. C'est pas un essai. À un moment donné, on faisait passer ça pour un essai. On disait, mais avant de se marier, avant de se stabiliser, il vaut mieux faire un petit essai. Ça peut être bien de savoir comment le gars là se comporte, ces chaussettes là, est-ce qu'il les laisse traîner par terre et tout ça. Et donc, aujourd'hui, carrément, de plus en plus de jeunes disent « Ah non, non, moi, je veux la cohabitation et rien d'autre. » Et donc, la question ici, c'est de savoir, est-ce qu'il y aurait un moment opportun, au fil de la relation, une fois qu'on a trouvé la personne, est-ce qu'il y aura un moment où la cohabitation serait idéale? Où on peut dire, même pour les parents, même pour nous-mêmes, on l'accepte. Voilà, Larissa, la question est pour toi d'abord. Vu que tu es mariée, peut-être que tu as cohabité avant. J'ai cohabité avant. Voilà, je le savais. Pour moi, tout dépend, encore une fois, d'abord de la maturité que tu as, de l'engagement que tu as envers la personne. Si tu penses, c'est comme le mariage, je veux dire, si tu es persuadé de la personne avec qui tu es vivre et si vous êtes tous les deux engagés, pourquoi ne pas cohabiter? Et ici, pour être sincère, en tout cas dans mon expérience, on avait terminé nos études, on travaillait tous les deux. On savait qu'on allait se marier. Moi, on ne voulait pas le faire directement, simplement parce qu'on privilégiait le fait de d'abord pouvoir trouver un travail, même d'économiser de l'argent. Donc, c'était vraiment dans un sens... voilà, dans un sens, on se disait, ça va venir, mais on ne va pas le faire tout de suite. On va simplement prendre
le temps de se préparer, de préparer notre mariage. Ce n'était pas dans le sens d'essayer, parce que beaucoup font ça. On va... Ça dépend comment chacun l'interprète, mais sincèrement, en ce qui me concerne, pour nous, c'était pas un essai parce que, voilà, en tout Vous cas, saviez que c'était l'un et l'autre. Voilà, nous, ça faisait déjà 6 années qu'on était ensemble, donc franchement, on n'était pas en train de faire des essais. Ensemble séparément, mais quand même, on se connaissait assez que pour savoir comment l'autre était. Donc voilà, on n'allait pas avoir de surprise après 6 années. Voilà, même si... après 10 ans. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, les surprises peuvent toujours arriver, mais voilà, je savais comment est-ce qu'il vivait chez lui, je l'observais, il m'observait comment moi je vivais chez moi, donc il avait déjà un regard, il m'avait déjà observé d'une façon ou d'une autre, il voyait comment je gérais mon argent ou pas, il m'avait déjà observé, je l'avais déjà observé, donc c'était pas, franchement... Vous saviez où vous alliez, quoi. Voilà, Okay. on savait, D'accord. on avait un... C'était juste un choix. Là, la cohabitation était un choix. Et chez toi, Ganisha, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais pour l'avenir, pour le monsieur qui... Le monsieur qui viendra dans ma vie. On nous a déjà matchés là. Ben oui, écoutez, deux célibataires de Sanyili Jambo, partageons. Partageons tant qu'on y est. Oui, je pense que déjà le mariage, c'est pas vraiment... La société nous impose le mariage quelque part. Donc je ne dis pas que je ne veux pas me marier, mais je ne veux pas me marier pour me marier parce que la société dit qu'on doit se marier. Donc pour moi, tant que je n'ai pas trouvé la personne qui fait que je laisse mon indépendance de côté et que je me mette avec quelqu'un, le mariage ne se pose même pas. Mais Là, vous allez quand même sur une pente un peu glissante. Hein. On va la laisser de côté. J'ai entendu des petits ouh à côté là. Liberté. Oh my God. Ok. Non, on laisse tomber. On va se... On reste sur la cohabitation ou pas? Donc cohabitation, oui. Je pense que c'est mieux de cohabiter avant de se marier et après envisager le divorce parce que ça ne va pas avec la personne avec qui tu vis. Donc pour moi, c'est ma façon. Est-ce que tu considères que c'est une coutume qui est issue de ces chocs de culture, justement? On va peut-être le demander à papa, justement. Je crois que d'emblée, ce n'est pas de notre culture. C'est pas de notre culture? Non, parce que ça n'a jamais existé quand je dis d'emblée, ça veut dire que je regarde mes parents et les gens de ma génération. Oui, évidemment. De ma génération. Et donc, chez nous, en fait, le mariage d'essai, le mot déjà, c'était péjoratif. Quand on n'essaye pas une personne, ce n'est pas une voiture, c'est pas il n'y a pas de mariage d'essai, en tout cas dans notre mentalité à l'époque, quand j'étais jeune. Oui. Donc, nous, de notre temps, du temps de mes parents, on ne parlait pas de mes parents peut-être parce que je vous ai dit qu'on choisissait pour eux. Mais dans mon temps, c'est moi qui ai choisi. Mais c'était impensable de dire que je vais d'abord essayer ma future femme. Avant de me décider. Pourquoi? Parce que la société regardait ceci, la cohabitation comme sorte de vagabondage, quelque chose comme ça, de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quand on dit telle fille et bien tel garçon, on dit mais ils sont mariés depuis quand? On dit ils ne sont pas mariés. Comment? Ils vivent ensemble, ils ne sont pas mariés. Alors, on est déjà s'étonné. Mais peut-être, autre chose qu'on peut discuter ici, c'est aussi de savoir cohabitation. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes maintenant à cohabiter? Peut-être qu'on comprendrait mieux. Moi, je pense ça serait la question des parents aux jeunes. Oui. Pourquoi? Parce que nous, on ne comprenait pas pourquoi. Donc les jeunes, il faut venir répondre aux parents. Mais peut-être qu'il y a des problèmes quand je vois les mariages, peut-être qu'il y a des jeunes qui cohabitent parce qu'ils disent qu'on n'a pas assez d'argent pour organiser des mariages qui coûtent trop cher. Oui. D'autres, au niveau des collines, la dot. Maintenant, ça coûte trop cher, il faut une vache ça coûte trop cher maintenant. Et plus qu'une vache, il y a les fêtes, tout ce qu'on va donner. Toutes les dépenses qui entourent le mariage, en fait, ça coûte trop cher. Et les jeunes gens disent... Ça serait une raison plus pratique que de dire c'est par conviction qu'on choisit la cohabitation. Oui, c'est ça. Donc, les dépenses qui entourent. Mais les gens qui vivent ensemble, parce qu'ils veulent s'essayer, je crois que
Et Et finalement, oui, en fait, c'était ça. La question tout à l'heure, c'était de savoir si c'était une pratique ou une coutume qui aurait existé dans nos sociétés africaines. non, en fait, la cohabitation, en fait, il faut dire aussi qu'il y a deux sortes de cohabitation. Il y a ce qu'on appelle une cohabitation de fait. Ça veut dire quand les gens, comme on fait ici, les gens qui ont l'envie de se marier, mais qui vivent ensemble pendant un certain temps et qui finiront par se marier, ça existait. Parce que ça existait, parce que quelqu'un qui n'avait pas assez de moyens pour se payer la dot pour le mariage, il pouvait inviter la future femme à vivre ensemble. On appelait ça le Est-ce qu'on peut laisser maman nous expliquer un peu le terme yoguterura, donc qui est, ça se traduit littéralement par soulever. Donc à l'époque, on soulevait la fille et puis on partait avec elle. Ça aussi, ça se faisait, on faisait lever de force. Ah Une oui. femme qui ne voulait pas et qu'on amenait chez elle. Et parce que la coutume était que les femmes, les jeunes filles, passaient la nuit dans l'enclos d'un homme et qu'ils ont fait l'amour, que c'était fini. C'était impossible de retourner à la maison parce qu'elle n'était plus fille. Donc, elle devait rester là-bas. D'accord. Et donc, on nous a un peu... Est-ce que vous avez connu par exemple des gens qu'on a terrouillé. Ouais. Mais Qu'on a soulevé. Mais vraiment, moi, quand on commence à parler de culture et de culture, moi, je retrouve des choses de chez nous. Je ne sais pas si... Je crois que la culture humaine, l'homme ou la femme, je crois que les besoins sont les mêmes dans l'homme et la femme, n'importe où il habite. Et puis, on a divisé ça en culture, mais l'essence même d'un homme est le même. Donc, un garçon qui se préparait, qui avait déjà fait une maison, construit une maison à côté de chez lui, qui avait déjà une femme, une fille qu'il aime bien et qu'il aime bien, mais qui n'arrivait pas à préparer La dot, le mariage, faisait ça. Il y a la teruraga. Ok, il se Et levait. il mettait les gens devant le fait accompli avec sa femme, ça criait un peu dans l'entourage, et puis ça finissait par être un bon couple. Question de se séparer, ou aussi ça existait au Rwanda, même avant nous, parce qu'avec nous, avec l'arrivée des prêtres, avec l'histoire, la religion et tout, beaucoup a changé avec notre génération. Mais sinon, divorcer chez nous, c'était permis. Oui. D'accord. Divorcer. Et du coup, le remariage, je vais rebondir sur le sujet Gutan suivant. Lukana, il y avait des femmes qui avaient par exemple des enfants de 3 hommes. C'était pas, quand elles s'étaient bien comportées, et puis le fait même de prendre la femme de ton frère qui est décédée, donc il y avait une liberté. Et donc le divorce, en fait, vous venez de le dire, était permis, et justement, ça fait partie de nos sujets ici. Gusumba Kaza. Je veux... Parce que, étant On va pas durer longtemps. Voilà, tu peux. Sur la cohabitation. Voilà, c'était ça. Finalement, est-ce C'est qu'on ma est matière. contre ou pour? Ça sera la question finale pour ce Voilà, donc sujet-là. en fait, d'après ce qu'on a entendu ici, on a entendu deux versions, deux générations différentes. Oui. Ici, en tant qu'un jeune homme de 29 ans vivant en Belgique, l'histoire ici parlait de cohabitation, c'est quelque chose de tout à fait normal. Larissa l'a dit, c'était en vue de se marier, ça je comprends bien, tout à fait. Mais même laisser... bon, quand on parle d'essai, c'est péjoratif. Généralement, il ne faut pas mettre un terme là-dessus. Il faut... Voilà, tout à fait. Non, c'était tout simplement question de terminologie, de rhétorique. Mais vivre avec une demoiselle, pourquoi pas? Envie de voir comment elle se comporte, comment elle vit, comment elle est... Mais est-ce que le problème ne se pose pas là, justement? Parce que tu dis que l'essai n'est pas péjoratif, et puis tu dis en vue de voir comment C'est elle le se terme, comporte. c'est le terme essai que je suis contre. Après, le fait d'essayer, ma foi... non. En fait, non, le souci, c'est que... Oui, vraiment, hein. Connaître plus la question
comme dit, voilà, comme dit souvent, voilà, tout à fait, exactement. Donc merci, hein, Larissa. C'est ce que j'allais dire. On parle d'essai, mais c'est tout simplement en fait, c'est apprendre à vivre ensemble, apprendre à se connaître, et puis de voir si ça peut déboucher à quelque chose de sérieux. Malheureusement, de temps en temps, c'est pas le cas. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on parle d'essai. Mon père chaque fois dit si tu as du lait gratuit, tu vas pas acheter une vache. On va chercher à savoir ce que ça veut dire. Je comprends Mais très bien. d'après ce que j'ai compris, donc ça veut dire voilà, non. Il y a des limites à cet essai et donc on va justement passer au sujet suivant qui est le cas d'échec, les cas d'échec et donc le divorce qui est quand même le plus grand cas d'échec qu'on connaisse dans la vie de couple, dans le mariage. Et justement, à nous jeunes impertinents, les parents souvent nous disent que avant le mariage, c'était à la vie, à la mort. Et qu'aujourd'hui, ils ont l'impression qu'on ne donne pas assez d'abnégation au couple, qu'on se dit, allez, il fait une connerie, on le quitte, 1 de perdu, 10 de retrouvé, et c'est bon. Et à quel moment est-ce qu'on estime qu'on a assez fait pour le couple, parce que tout à l'heure vous veniez de dire, je vais peut-être retourner sur vous veniez de dire que le divorce était permis, que dans nos sociétés anciennes, on pouvait divorcer, se remarier. C'était permis, mais alors, donc ça voudrait dire que les personnes finalement, les parents n'avaient pas de problème à ce que un enfant épouse quelqu'un qui est divorcé, qui a déjà un enfant. Aujourd'hui, ça semble être un problème. À quel moment est-ce que la personne a assez fait pour le mariage et peut dire je divorce et maintenant je vais refaire ma vie? La question est peut-être un peu trop lourde, trop lourde, mais je vais essayer de répondre, comment dire, oui, ou bien donner quelques éléments. Comme je vous ai dit, dans le Rwanda que nous avons connu, on pouvait bien se séparer de son mari honnêtement et au vu de tout le monde et aller dans une autre maison. Muratandukanye, umugore bakamusumbakaza. Gusumbakaza, donc une femme mariée pouvait vraiment avoir pas passer, mais être demandé en mariage par un autre homme du moment qu'elle s'est séparée du premier. Est-ce qu'elle retournait chez elle? Il y avait le retour chez les parents? Ah d'accord. Oui, donc elle pouvait retourner chez ses parents. Oui. Bakamusumbakaza. Les enfants étaient considérés comme une yandaro classique ou c'était les enfants juste parce que... Non, abana basigaraga kwa se. Abana basigara kwa se. Et Les enfants restaient chez le père. Et un autre foyer. Oui, il restait dans la famille. Et la femme. C'est pour vous dire que le libertinage, la culture rwandaise, c'est un libertinage que vous ne pouvez pas imaginer. La seule différence, c'est que ici vous cohabitez parce que vous avez des appartements que vous louez. Et le garçon rwandais ne pouvait pas cohabiter parce qu'il ne pouvait pas cohabiter. Il n'y avait même pas de chambre. Parce que tout ça, c'est même, comment dire, c'est relatif aussi au niveau de développement. Tu ne peux pas amener une femme alors que ton lit est au début yurugi. Ah, tu ne peux pas. Donc, c'est question aussi de voir où en est. Et puis, il y a la loi aussi. Par exemple, ici, vous cohabitez parce que la loi vous permet de jouir, de vous épanouir quand vous cohabitez, parce que vous vous inscrivez tous les deux sur la même adresse, vous êtes reconnus, vous pouvez travailler rien. Alors que on nous l'expliquera, vous nous l'expliquerez plus tard. C'est vrai que ça ouvre des sujets qu'on n'avait pas encore, qu'on ne connaissait pas. Je crois que comme il y a un élément ajouté à cela, c'est que la femme rwandaise n'avait aucune propriété. Ça, c'est vraiment un élément très important à dire. Ça veut dire qu'une femme
dès qu'il pouvait quitter sa femme, quand il quittait sa femme pour se marier, il n'avait aucun droit de voir aucun bien de chez ses parents. Ah, elle ne pouvait pas hériter, Oui, il ne elle pouvait pas hériter chez avait... ses Ok, parents. d'accord. Et il devait dépendre à 100% à son mari. Donc ça veut dire qu'elle devait supporter toutes les caprices du mari. Et quand elle quittait vraiment son mari, c'est que le mari avait exagéré pour la maltraiter. Oui, et il est parti. Le problème est que quand elle est partie... La question de la maltraitance apporte justement la suite du sujet, c'est de savoir la femme, on parlait de ce qu'elle doit supporter, mais aussi de sa place finalement. La question, je vais l'adresser plus spécifiquement à Larissa, vu qu'elle le vit peut-être plus intensément en ce moment. La femme africaine, la femme rwandaise aussi, on attend d'elle beaucoup de choses. Elle doit être indépendante, elle doit être gentille, elle doit être dure, elle doit savoir élever les enfants, pouvoir travailler en même temps. Donc elle a une place que moi je trouve ambiguë. Et est-ce que finalement, toi qui la vis, toi qui le vit au quotidien, comment est-ce que tu vois ça finalement? Quelle est la place de la femme africaine dans le couple? Comment elle pourrait évoluer, pas devrait, comment elle pourrait évoluer éventuellement? Oui, c'est une question assez large, mais dans mon expérience, je pense que ça dépend vraiment de la subjectivité de chaque personne, ça dépend de ta personnalité, de tes ambitions. Et donc voilà, chaque femme pour moi a ses propres ambitions à suivre. Et ces ambitions suivent aussi dans son couple et aussi des interactions qu'elle aura avec sa famille et avec la société. Moi, en ce qui me concerne, ce que je pense, c'est que je pense qu'une femme, chaque femme a des attentes en fonction de la société dans laquelle elle se trouve. Je vais donner un exemple. Ici, on dit souvent... tout à l'heure, elle avait dit ça au départ. Elle a dit, voilà, dans le couple, moi je suis proche de l'éducation des enfants et mon mari s'occupe du bien-être de la famille, de nourrir la famille. Ici, aujourd'hui, si mon enfant ne mange pas, on va venir me demander aussi pourquoi est-ce que mon enfant ne mange pas. On ne va pas le demander uniquement à mon mari. Donc je pense que j'ai aussi maintenant la responsabilité d'aider mon mari, en tout cas, à construire... à construire, à nourrir le foyer. Et donc, j'ai plus, je dirais aussi plus de responsabilités. Mais là où parfois le problème se pose par rapport, je dirais, aux garçons, en tout cas moi ce que j'entends parfois, c'est que les garçons souvent ont peur de ça. Ils prennent souvent cette émancipation du fait que la femme... Il va me répondre, hein. Je reviendrai. Mais c'est vraiment important parce que les hommes, parfois, quand une femme se dit « Ok, je vais travailler, je vais aider », en fait, cette tâche qui était donnée uniquement à l'homme, c'est-à-dire de nourrir la famille, je vais venir t'aider dans cette tâche, au lieu que l'homme se dise « Ah bah super, elle met dans cette tâche, moi je vais encore chercher des ambitions supérieures, parce qu'il y a toujours plus. Hein, on peut toujours faire plus. On peut devenir Obama, on a toujours plus à faire. Au lieu de voir ça positivement et se dire « Ok, elle m'aide là-dedans, donc moi je me trouve un nouveau challenge », il reste bloqué en se disant « Oh non, elle est en train de prendre mon rôle ». Alors que c'est pas du tout... Et c'est ça qui est très difficile. Ça serait plus peut-être une question d'ego. On va d'abord passer la parole à la grande sœur et puis on reviendra vers le jeune homme pour qu'il réponde. Donc, est-ce que tu considères aussi que quelque part, la place n'est pas si ambiguë que ça, mais qu'il y aurait plus une question d'ego masculin qu'il y aurait à gérer par rapport au fait qu'actuellement, dans nos sociétés maintenant, la femme ne peut plus être celle qui s'occupe uniquement du foyer. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste qu'à une époque, chacun avait son rôle et que c'était bien défini et que les choses allaient bien comme ça, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible du fait de tout. Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'ego par rapport aux hommes, du moins ceux que je côtoie ou ce que j'observe autour de moi. Moi, ce que je pense, ce que je vois, je crois que au fait, ça les intéresse aussi d'avoir quelqu'un qui a de l'ambition, qui travaille. Peut-être que ça devient un problème quand elle gagne plus, mais c'est plutôt un avantage au fait.
Il y a des hommes qui seront d'accord d'avoir une femme qui gagne plus tant qu'elle ne ramène pas ça comme sur la table du style aujourd'hui on sort, c'est moi qui ai payé, alors toi tu dois faire ça. Donc c'est dans la façon dont ils mettent de côté, pas mettre de côté de finances, mais ne pas se focaliser sur ça, parce que voilà, si vous êtes bien dans votre famille, même si le mari ne travaille pas, tant qu'on ne lui reproche pas le fait qu'il ne travaille pas, si c'est un mari qui reste avec les enfants, que ce ne soit pas vu que ce soit un père au foyer. Un père au foyer, ça peut arriver autant. Donc pour moi, je ne vois pas de problème d'ego. Je ne sais pas ce que Clément en pense. Non, c'est marrant parce que dès qu'elle a commencé à poser la question, Larissa m'a regardé directement. Donc visiblement, la question m'était c'est vrai destinée. Que c'est une question pour les hommes. Voilà, donc au fait, si j'ai bien compris, donc j'essaie de récapituler un peu, c'est si c'est une question d'ego. C'est plus, quelle est la nouvelle place de la femme africaine dans le couple? Et puis, est-ce que finalement, sa place ne dépendrait pas quelque part de l'ego ou de la gestion de l'ego des messieurs? D'accord. Voilà, ça c'est une excellente question. Mais en fait, je crois que, hein, si je peux me permettre, après, je sais pas si c'est général ou si c'est applicable à tout le monde. Hein. Je trouve que la plupart, en tout cas, de jeunes filles rwandaises, si je peux ainsi dire, ont mal compris le rôle que nos mamans avaient. Parce que, en tout cas la majorité, hein, je ne vais pas tomber dans les généralités, mais quand même ici, je précise que voilà, elles croient que nos mères étaient soumises. Et ça, parce que c'est pas parce que maman restait à la maison ou que maman elle travaillait, elle rentrait à 16h, papa rentrait à 20h après passer au bar du coin. Et voilà, c'est pas parce que maman était soumise. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des rôles, elle a dit, maman Claire, des rôles très limités. Chacun savait ce qu'il doit faire. Donc moi, en tant que jeune homme de 29 ans, ici, qui a été éduqué à l'ancienne et qui a vécu ici aussi une grande partie de ma vie, je prends un peu de deux. Et je m'attends à ce que ma femme ou ma future femme aussi plus ou moins fasse les deux. Donc ça veut dire, le souci avec la génération des demoiselles d'aujourd'hui, c'est que on a été, c'est vrai, la plupart on a fait des études ensemble ici en secondaire, à l'université, fini ou pas, enfin bref, en tout cas on est dans la vie active tous les deux. On a plus ou moins le même parcours. Voilà, le même parcours. Le souci c'est que la demoiselle, une fois qu'elle goûte à cette liberté ou à cette indépendance, comme disait... bon, bref, donc, le souci, elle commence à ramener ça sur la table. Donc, ça veut dire, voilà, moi, je suis la fille, voilà, la fille, elle gagne autant, voire même plus, comme elle le disait. Et ça cause un souci parce que un jour ou l'autre, elle va te le rappeler. Un jour ou l'autre, elle va te lancer ça à la figure. Donc, ça veut dire un jour où, moi, avec mon taxi, ça va un peu moins tourner. Déjà, ça sera dur parce que je me sentirai émasculé. Et oui, je le dis et je l'assume. Si elle gagne plus que moi, je ne vais pas me réjouir. Et ça va, je ne vais pas me réjouir, mais ça ne va pas m'attrister. Sans te le ramener. Non, c'est génétiquement programmé. Je suis un homme rwandais pur sang. Ma femme, elle gagne plus que moi. Non, je ne vais pas dire qu'il y a un problème, mais ce n'est pas quelque chose que je vais crier sur les toits. Si je suis avec les potes, avec la carte de crédit de ma femme, je vais payer une tournée, mais en cachant le nom, quoi. On va devoir couper malheureusement. On a pris un peu beaucoup de temps sur les autres sujets. Donc oui, malheureusement, on n'a pas tout. C'est preuve qu'il y a beaucoup à dire, qu'il y a beaucoup à partager et que donc c'est voué à continuer en tout cas. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On est désolé de devoir couper la parole, de devoir couper le partage. Et on se reverra une prochaine fois et ça sera très très bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir.